Les forêts d'Australie. Complexes. Mystérieuses. Mortelles. Les branches enchevêtrées et les sous-bois lugubres offrent de parfaites cachettes. Une pénombre où attendre patiemment. Des repères secrets où tendre une embuscade fatale. Un paradis des prédateurs. Voici les dossiers des criminels les plus notoires des forêts australiennes. Sous les feuillages se cachent des prédateurs à l'arsenal redoutable, qui chassent en bande et tendent des pièges. Même les plantes doivent être considérées comme armées et dangereuses. En haut de la liste, un prédateur connu pour étrangler ses victimes. Le python améthyste. Voici le plus grand serpent d'Australie. Il peut mesurer jusqu'à 8 mètres de long. Le python améthyste est surnommé l'étrangleur de Daintree. Aussi à l'aise sur la terre ferme que dans les arbres, ce magnifique mâle a un appétit féroce. Il est capable de dévorer un wallaby adulte. Il chasse de nuit dans l'obscurité de la forêt. Il n'a pas besoin d'y voir clair. Des organes thermosensibles lui permettent de détecter les proies à sang chaud. Rien ne sert de se cacher. Alors qu'il se déplace, il goûte l'air de sa langue. Des signaux chimiques sont transmis au cerveau via un récepteur placé sur son palais. L'organe de Jacobson. Il a repéré un rat. Un rat bien dodu. Face à un prédateur qui se fie à sa vue, le rat peut s'en sortir en restant immobile. Mais il ne peut pas échapper au sens affûté de ce tueur. Ce serpent n'est pas venimeux. Il n'en a pas besoin. À l'aide de ses mâchoires puissantes, de dents courbées vers l'arrière, il maintient le rat le temps de l'étouffer. Ses muscles puissants se contractent, écrasent, étouffent, arrachent la vie à sa victime. Pour avaler une telle prise, il faut une technique particulière. Ses mâchoires sont maintenues ouvertes grâce à des tendons qui peuvent s'étendre et s'adapter à la taille de la proie. Il avale le rat entièrement, tête la première, fourrure comprise. Un repas savoureux qui rassasiera l'étrangleur de Daintree pour plusieurs semaines. Là où le python améthyste recourt à la force brutale pour étouffer ses victimes, d'autres tueurs de la forêt empoisonnent leur proie pour la maîtriser. Ces forêts abritent des créatures dotées de puissantes armes chimiques dont il vaut mieux ne pas s'approcher.
Ces superbes fils dorés qui scintillent au soleil ont été tissés par une araignée. La Nephila pilipes. Cette toile est son œuvre. Une apparence magnifique pour de sombres projets. Les abeilles et d'autres insectes sont attirés par ces fils brillants. Un piège mortel conçu par l'araignée pour attirer et capturer sa proie. Large d'1 mètre, cette toile est immense. Une structure complexe, créée par une tisserande de génie. C'est du travail d'orfèvre. Un piège fait de fils enchevêtrés. Cette araignée fait 10 cm d'envergure. Ses membres dirigés vers l'intérieur lui servent à tisser. Robuste, souple et légère, la soie qu'elle produit est une merveille de la nature. La toile est solide. Elle peut stopper de gros insectes volants et même de petits oiseaux. Maintenant, il ne lui reste plus qu'à attendre. Plus bas, sur le sol de la forêt remplie de dangers, d'autres drames se déroulent. Voici une sauterelle, une espèce particulière. Elle vit au sol, se nourrit de feuilles et de graines tombées à terre. Où qu'elle aille, le danger la guette. Comme cette scolopendre géante. La sauterelle ressemble à s'y méprendre à une feuille. Une particularité qui lui permet de se fondre dans le décor. Mais elle ne pourra pas tromper ce prédateur qui l'a déjà repéré. La scolopendre géante, qui mesure près de 25 cm, chasse la nuit. Elle distingue à peine l'ombre de la lumière et ne se fie pas à sa vue. À l'aide de ses antennes, elle cherche les signaux chimiques laissés par une proie éventuelle. Les scolopendres ont peu changé au cours des millénaires. Elles auraient été présentes du temps des dinosaures. Elles sont équipées de terribles armes. De solides mandibules pour déchirer la chair. Des griffes pour maintenir leur victime. Un venin mortel. La sauterelle aussi est dotée d'antennes. Elle sait que la scolopendre approche. Un bond et elle s'échappe. Pour atterrir dans d'autres filets. La sauterelle a beau lutter, elle ne peut pas se défaire de la toile. Ou des crocs de l'araignée. Le venin de la Nephila est semblable à celui de la veuve noire d'Amérique du Nord. Il paralyse rapidement la sauterelle.
Le repas est enveloppé, prêt à être consommé. En bas, la scolopendre continue de chasser. Elle a repéré une autre sauterelle, qui n'a pas remarqué sa présence. La scolopendre avance à plus de 60 cm/s. Ses nombreuses pattes lui donnent l'avantage de la vitesse. Elle est sur sa proie en un rien de temps. Elle enveloppe ensuite la victime de ses pattes. Elle la tient fermement. Des appendices placés à l'avant lui permettent d'injecter le venin mortel. Une fois la proie maîtrisée, elle la déchiquette à l'aide de mandibules dentées. Laissant peu de reste, elle s'enfonce dans la pénombre pour aller digérer son repas. Quand certaines des créatures d'Australie recourent à un arsenal chimique, d'autres habitants nocturnes usent de techniques plus primitives. Ils arrachent simplement la chair de l'os. Quand ils chassent, les marsupiaux carnivores infligent d'importants dégâts corporaux. Dans les forêts denses de l'île de Tasmanie, un superbe marsupial sort à la tombée de la nuit. Il mesure près d'1 mètre et pèse plus de 3 kilos. Mais il ne faut pas se fier aux apparences. Son fin minois dissimule des mâchoires puissantes, dotées de longues dents pointues. C'est un prédateur notoire. Un assassin au visage d'ange. Il chasse seul, parcourant la forêt en quête de petits et moyens mammifères. Comme le padémélone, un membre de la famille des kangourous. Le dasyure tigre se régale des tissus mous. Ses mâchoires sont si puissantes qu'elles peuvent pulvériser os et tendons. Il doit se dépêcher. Il y a des voleurs tapis dans l'ombre, désireux de lui dérober sa proie. Un diable de Tasmanie. Un cousin du dasyure, plus grand. Un sérieux rival. Celui-ci a reniflé la viande. Le dasyure se sait inférieur et bat vite en retraite. Heureusement, son féroce cousin ne possède pas ces qualités. Celles de grimpeur. Plutôt à l'aise sur les branches, il ne faut pas longtemps à ce chasseur pour trouver un autre repas. Un nid de colombine longueup. Il surprend la famille endormie et disparaît dans la nuit, emportant l'un des bébés. Ses dents tranchantes déchirent la chair et les petits os. Une triste fin pour le jeune oiseau. Le dasyure est enfin rassasié. Au sol, le carnage nocturne ne fait que commencer. Le diable de Tasmanie est le plus grand, le plus féroce marsupial encore en vie aujourd'hui. Cette espèce, présente autrefois sur tout le continent, ne subsiste plus qu'en Tasmanie. Il chasse la nuit,
se nourrit de petits mammifères, d'oiseaux et de reptiles. Mais il s'attaque parfois à des proies bien plus grandes que lui. Ce mâle chasse seul et en embuscade. Il a repéré un groupe de wallabies. Du travail efficace. Doté de mâchoires parmi les plus puissantes au monde, il peut dévorer le moindre morceau de la carcasse. La fourrure, la chair, les tendons et même les os. Il peut ingurgiter l'équivalent de 40% de son propre poids en une demi-heure. Il ne laisse rien se perdre. L'atmosphère est chargée de l'odeur du sang. Une odeur que les autres diables peuvent sentir à plusieurs kilomètres de distance. La carcasse toute fraîche attire une drôle de bande. Les diables de Tasmanie sont parmi les seuls chasseurs solitaires à se nourrir en groupe. Mais ce rassemblement n'a rien d'une fête. C'est chacun pour soi. Bien que cette réunion semble chaotique, sans aucune manière, il y a des règles. Les moustaches délimitent la place de chacun. Quand les frontières invisibles sont franchies, s'ensuivent de violentes batailles. Les aînés arborent fièrement les cicatrices des luttes gagnées et perdues. Le moment du dîner est une affaire de brutes. Alors que le diable de Tasmanie compte sur de puissantes mâchoires pour tuer et démembrer, d'autres prédateurs déploient des stratégies plus complexes. La veuve noire à dos rouge tisse un entrelacs de fils pour piéger sa victime, avant d'aspirer tout souffle de vie. De minces fils de soie presque invisibles dans la pénombre. Ils sont disposés de façon à vibrer au moindre contact. Le prédateur patiente. Une veuve noire femelle. Son corps minuscule fait moins d'1 centimètre de diamètre. Mais la couleur rouge est signe évident de danger. Un faux pas sonne l'alarme. L'araignée s'approche de la proie. Elle sécrète une soie liquide pour refermer le piège sur sa victime. Se débattre est inutile. Les fils se resserrent de plus en plus. La voilà qui mord. Un cocktail mortel de toxines vient paralyser la proie. Des enzymes digestives ont déjà commencé à dissoudre les chairs à l'intérieur, créant une sorte de soupe dont l'araignée peut profiter à loisir.
Cette araignée peut causer la mort d'un homme. Elle est considérée comme l'une des plus dangereuses au monde. Ses petits ne sont pas plus tendres. La femelle a déposé ses œufs dans un sac. Une fois éclos, les bébés araignées peuvent profiter quelques jours de la toile de leur mère. Mais ils sont trop nombreux. Il n'y a qu'un moyen de régler le problème. Les nouveau-nés sont cannibales. Ils se dévorent les uns les autres, ainsi que les œufs non éclos. Seuls les plus forts survivent. Bientôt, ils se disperseront, iront nicher ailleurs, construiront leur propre piège. La veuve noire d'Australie signale clairement par le rouge sa nature dangereuse. Un autre tueur silencieux arbore la même couleur. Le serpent à collier rouge est doté de tout un arsenal chimique. Les rivières et ruisseaux qui alimentent les forêts luxuriantes d'Australie abritent d'autres créatures malfaisantes. Glissant au milieu des rochers, un des serpents les plus venimeux d'Australie. Ce serpent à collier rouge est en chasse. Il est aussi à l'aise dans l'eau que sur la terre ferme. Il ne s'éloigne que rarement du cours d'eau où il se plaît. Il apprécie les espèces aquatiques et peut traquer des proies le long de la rive. Il va même jusqu'à nager sous la surface, à la poursuite de têtards et de poissons. Aujourd'hui, ce discret prédateur devra user de toutes ses compétences. Doté d'une vue et d'un odorat performant, il a repéré une cible mouvante. Une grenouille tachetée. Cet agile amphibien n'est pas une proie facile. Cette grenouille bondit rapidement d'une cachette à l'autre. Mais elle laisse derrière elle une piste chimique que le serpent détecte aisément à l'aide de sa langue. Le serpent avance discrètement et poursuit ce jeu mortel du chat et de la souris. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'endroit où se cacher. À l'aide de longs crocs acérés, il injecte un mélange mortel de toxines et d'anticoagulants pour maîtriser sa proie. Il la dévore entièrement, paralysée, mais toujours vivante. Il savoure son repas et s'en retourne se terrer dans l'ombre. Les forêts australiennes sont pleines de dangers. Les animaux ne sont pas les seuls à piquer, mutiler
et tuer. Ici, la flore est également très active. Alors que le Gympie Gympie est doté de parades chimiques, les plantes carnivores comme le sinistre Drosera promettent à leurs victimes séduites un triste sort. Refuge pour de bon nombre de prédateurs, ces anciennes forêts s'avèrent dangereuses. Mais parfois, c'est la forêt elle-même qui représente une menace. Il faut prendre au sérieux les plantes d'Australie. L'arbuste du Gympie Gympie est d'un aspect très ordinaire. Mais ses feuilles s'avèrent mortelles. C'est l'une des plantes les plus toxiques. Les feuilles et les tiges sont pourvues de poils contenant un puissant poison. Rien qu'en frôlant le feuillage, on peut être empoisonné. Une fois fichés dans la peau, les minces filaments libèrent des neurotoxines qui peuvent causer une douleur violente et durable. L'effet est brutal. La plante a déjà causé le décès de chiens et même de chevaux. Ces arbustes peuvent mesurer jusqu'à 5 mètres de haut. Des parias qu'il vaut mieux éviter. Mais chose étrange, certaines créatures supportent le poison de cette plante et s'y protègent des prédateurs. Des menthes s'abritent dans ses feuilles. Des araignées tissent leur toile entre ses tiges. Elles n'ont pas l'air d'être sensibles au poison de l'arbuste. Cette chenille dévore même les feuilles, ignorante du sort terrible qui attend les autres créatures qui les touchent. C'est la chenille du Délias eucharis. Elle est devenue résistante aux toxines et peut donc franchir les défenses développées par ces plantes. Pour chaque arme mortelle, il y a toujours une créature qui trouve une parade. Une plante a développé une stratégie plus proactive. Au lieu de tenir les animaux à distance, elle les attire. Il s'agit du Drosera. Les gouttelettes aux extrémités de ses tentacules captent la lumière et font scintiller cette plante. Mais derrière le brillant, de sombres projets. La plupart des plantes tirent du sol les nutriments dont elles ont besoin. Mais là où le sol est pauvre, elles ne trouvent pas d'azote. Elles doivent donc chercher ailleurs. L'odeur de ces gouttes est pareille à celle d'un nectar sucré. Les insectes n'y résistent pas. Cette fourmi, friande de nectar, ne se rend pas compte qu'il s'agit d'une arnaque. Il n'y a pas de nectar, seulement du mucus collant dont on ne peut se défaire. Lutter ne fait qu'empirer les choses. Après épuisement, une longue agonie commence. Pour extraire les précieux nutriments de sa victime, le Drosera libère des enzymes digestives. Elles dissolvent la fourmi. Les feuilles peuvent alors absorber l'azote, très précieux. Certaines de ces plantes peuvent mesurer plus d'1 mètre et vivre plus de 50 ans. Elles tirent ce dont elles ont besoin des corps de leurs malheureuses victimes.
Les plantes d'Australie déploient toutes sortes de stratagèmes. Le Gympie Gympie est doté de filaments empoisonnés. Le Drosera séduit et piège. Et l'arbre le plus célèbre de toute l'Australie se recouvre de poison. Les forêts d'Australie, aussi variées que possible, ont en commun une espèce, les eucalyptus. Surnommés gommiers, ces arbres célèbres sont aussi dotés de parades mortelles. Des glandes, situées sur les feuilles, produisent une substance qui leur donne cet aspect huileux. Ces huiles sont toxiques, même pour l'homme. Et la plupart des animaux ne s'en approchent pas. Excepté les koalas, insensibles à ces substances et qui se régalent de ces feuilles. Les feuilles d'eucalyptus sont pauvres en protéines et riches en toxines. L'estomac du koala s'est adapté pour en tirer tous les nutriments possibles. C'est-à-dire, pas grand-chose. Pour conserver l'énergie précieuse qu'ils en tirent, ils dorment. Parfois 22 heures par jour. Pour le koala, l'eucalyptus est source de vie. Pour d'autres, il est synonyme de mort. Le plus dangereux, ce n'est pas la toxicité de l'huile, c'est l'huile elle-même. Elle brûle. Les forêts sont fréquemment ravagées par les feux de brousse. Les gommiers sont des arbres inflammables. Leurs huiles alimentent la fournaise. La température dépasse alors les 1000 degrés. C'est plus que le point de combustion du kérosène. Les incendies réduisent en cendres les animaux qui ne peuvent s'échapper. Ce qui était un abri se transforme en crématorium. Les flammes consument la forêt. Les gommiers, eux, ont évolué pour tirer parti des incendies. Au contact des flammes, les enveloppes des graines s'ouvrent. Dans un sol brûlé, couvert de cendres, les graines s'enfouissent et croissent rapidement. Cela leur donne un avantage important sur les autres plantes. Les eucalyptus règnent en maître au milieu des flammes. Les feux de brousse, vraies forces de la nature, dévorent tout sur leur passage. Dans la région tropicale, au nord du pays, il y a d'autres forces destructrices à l'œuvre. De minuscules terreurs toxiques causent des dégâts au milieu des branches. Pour ces fourmis, la canopée est un vrai paradis. Ces fourmis vivent dans une société très réglementée. Une reine entourée d'1 demi-million d'ouvrières. Chacune travaille pour le bien de la colonie. Même les larves y participent en fabriquant de la soie pour les travaux. Ces fourmis sont dites tisserandes. Elles construisent une multitude de nids disséminés dans la canopée.
Ces structures sont construites par les ouvrières plus petites, plus humbles. Elles tissent les feuilles entre elles à l'aide de la soie. Faisant preuve d'un vrai travail d'équipe, communiquant par contact ou grâce aux phéromones, ces ouvrières forment même des ponts et des échelles pour se déplacer. Toutes ces ouvrières doivent être nourries. Les fourmis les plus grandes partent chasser. Par groupe, elles parcourent la canopée. Elles profitent de leur nombre pour s'attaquer à des proies plus grandes qu'elles. Des grillons, des scarabées et d'autres insectes succombent. Ce groupe très structuré pille tous les environs. Pas grand-chose ne leur résiste. Ces fourmis sont aussi des soldats, de vaillantes sentinelles qui défendent la colonie. Elles ne tolèrent pas la présence d'autres espèces de fourmis sur leur territoire. Cette grande fourmi carnivore est dotée de mâchoires extrêmement puissantes. Ce formidable prédateur possède une force de morsure 300 fois supérieure à son propre poids. Mais ce petit groupe ne peut rien face à une armée de fourmis qui se rendent. Elles pénètrent en territoire ennemi, mais sont très vite surpassées et vaincues. Les fourmis tisserandes recourent à tout un arsenal chimique. Elles arrosent leurs victimes d'acide formique, issu des glandes abdominales. Les envahisseurs sont vite dépassés. Alors que les fourmis tisserandes dominent la canopée, sur le sol de la forêt, d'autres batailles ont lieu. Au milieu d'une armée de voleurs et d'assassins, rôde un vieux combattant, le scorpion des forêts pluviales. Il y a plus de 400 millions d'années, cette créature primitive a émergé des océans. Un prédateur qui hante toujours ces forêts. Ce scorpion est une machine de guerre. Il est protégé par un exosquelette robuste, armé de grandes et puissantes pinces et doté d'un dard empoisonné sur sa queue. Il peut ainsi se défendre ou bien chasser. Sa forme aplatie lui permet de se glisser dans les fissures ou sous les troncs, d'où il peut surveiller son territoire. Quand un autre mâle y pénètre, il se manifeste aussitôt. Il lui fait rapidement comprendre qu'il n'est pas le bienvenu. Il sort la nuit pour chasser à la lumière de la lune. Cet arachnide est doté de nombreuses paires d'yeux. Même dans la pénombre, il peut capter la lumière, détecter les formes. Il peut trouver son chemin dans les sous-bois. De minces poils lui permettent de percevoir le moindre mouvement. Des organes spéciaux situés sous l'abdomen lui servent à reconnaître les textures et les odeurs. Il chasse des araignées, des scolopendres et des criquets. Il
Il se sert de ses formidables pinces pour maîtriser avec force de plus petites proies. Son venin est précieux et il le réserve pour de plus grandes proies ou pour se défendre. Ses pinces, dentelées sur le bord intérieur, lui permettent de déchiqueter sa victime. Ses pièces buccales étranges sécrètent des enzymes digestives pour dissoudre son repas. Il maîtrise sa proie sans gaspiller une seule goutte de venin. Il garde toute sa réserve chimique. Il est paré à toutes les situations. Si on l'attaque, la lutte sera rude. Quand certains prédateurs de la forêt économisent leur venin, d'autres en usent largement. Des toxines mortelles goûtent littéralement des crocs de la plus grande araignée d'Australie. Elles sèment la peur dans le cœur des créatures de la forêt. La mygale. Au cœur des forêts pluviales de l'Australie, des menaces sont tapies dans l'ombre. Quelques jours de pluie torrentielle ont perturbé le sol de la forêt. Des recoins obscurs émergent de sombres créatures. Cette mygale, surnommée araignée Goliath, est la plus grande araignée d'Australie. Elle peut faire la taille d'une main d'homme. Mesurant plus d'1 centimètre, ses crocs sont plus longs que ceux du serpent brun. Il libère un venin fatal aux grenouilles, aux crapauds et aux petits mammifères. Fouillant parmi les feuilles, un bandicoot brun s'aventure près du repère de l'araignée. Il a attiré son attention. Mais le bandicoot a peu à craindre. Il est insensible à la morsure de l'araignée. Lui-même prédateur, le bandicoot observe l'araignée avec envie. Cette dernière lance un avertissement. Cette posture impressionnante suffit à repousser le prédateur. La menace disparue, l'araignée retourne dans sa cachette. Son terrier peut s'étendre jusqu'à 1 mètre sous la surface. Depuis l'entrée, est tendu un réseau complexe de fils solides et résistants. L'araignée est alors avertie du moindre passage d'une proie. Elle attend patiemment que des invités de dernière minute se manifestent. Des invités qui finiront au menu. Un seul faux pas scelle le sort de ce criquet. L'araignée, massive, traîne sa victime dans son terrier. Le festin peut alors commencer. La vie dans les sous-bois est périlleuse. Pour survivre ici, les habitants de la forêt ont développé toute une série de stratégies impitoyables. Les invertébrés brandissent un arsenal chimique. Les marsupiaux carnivores arrachent la chair des os. Même les arbres piquent et brûlent. La prochaine fois que vous pénétrez dans une forêt australienne, rappelez-vous d'avancer prudemment. Tapis dans l'ombre, derrière chaque arbre, se trouve une armée de créatures meurtrières.
Dans le dédale des mangroves et des torrents houleux, des marécages sombres, aux plaines inondables, les courants australiens sont complexes, très prisés et surtout mortels. Le lit des rivières se transforme vite en champ de bataille. Ces marécages forment un repère idéal pour les meurtres en série. Un réseau criminel y prospère, celui des prédateurs australiens. Voici les dossiers des meurtriers les plus notoires des marécages. Des assassins, des persécuteurs et des escrocs. Ils sévissent dans l'eau avec une technique singulière et redoublent d'ingéniosité pour capturer leurs proies et les dévorer. Voici le plus dangereux de tous. Le crocodile marin. Les embouchures des rivières mènent au marécage. Les eaux saumâtres des mangroves que l'on aperçoit le long des côtes abritent une faune abondante et menaçante. Il n'y a rien de plus fascinant que le crocodile marin. Il est plus connu sous le nom de Salty. C'est le plus grand reptile au monde. Il mesure jusqu'à 7 mètres de long et pèse parfois plus d'1 tonne. C'est le maître incontesté des côtes nord de l'Australie. Ils sont puissants et dangereux. Sa gueule comprend 60 dents, des lames acérées faites non pas pour mâcher, mais pour tuer. Mieux vaut ne pas être sur leur route. Personne ne survit à l'attaque d'un crocodile. Ces véritables machines de guerre ne fonctionnent que s'il fait suffisamment chaud. Les crocodiles marins doivent maintenir la température de leur corps à 32 degrés. Mais ils doivent éviter que leur cerveau ne surchauffe. L'évaporation se fait alors par leur gueule béante. Bien que son cerveau soit petit, il est capable de se renseigner sur ses proies en observant leurs habitudes alimentaires. Et leur apprentissage commence dès le plus jeune âge. Les jeunes crocodiles ciblent des poissons très particuliers qui peuvent marcher sur le sol. Les gobies marcheurs. Ces gobies rampent sur le sol à marée basse pour échapper aux dangers sous l'eau. Avant d'émerger, ils ouvrent leurs branchies pour les remplir d'eau. Une fois ces réservoirs bien fermés, ils peuvent se déplacer sur terre tout en respirant. Mais en sortant de l'eau, ils ne sont pas à l'abri du danger. Les jeunes crocodiles peaufinent leur technique de chasse en attrapant les gobies. C'est l'entraînement idéal pour pouvoir ensuite s'attaquer à des proies plus grosses. La matinée est bien entamée.
Deux crocodiles s'éloignent du groupe pour aller chasser ensemble. Les crocodiles peuvent atteindre 30 km/h, mais sur une faible distance seulement. Ils remontent chacun la rivière à la recherche d'un repas. Les buffles d'eau évoluent dans les marécages. Originaires d'Asie de l'Ouest, on les retrouve désormais partout. Ils adorent brouter l'herbe des marais. Un mâle pèse jusqu'à 1 tonne et peut manger 30 kilos de nourriture par jour. Alors que la chaleur augmente, le buffle se dirige vers l'eau pour se rafraîchir et se désaltérer. Le crocodile femelle les a aperçus. Tapie sous l'eau, elle attend le meilleur moment. Depuis la préhistoire, les crocodiles utilisent toujours la même technique. Ils se tiennent en embuscade. Seuls ses yeux, ses oreilles et ses narines sont visibles à la surface de l'eau. Et avant d'attaquer sa proie, elle disparaît totalement. Ses narines se contractent et un clapet obstrue sa trachée. Cela empêche l'eau de pénétrer dans ses poumons lorsqu'elle ouvre la gueule. Elle cible l'un des jeunes buffles qui est allé trop loin. Le célèbre rouleau de la mort l'achève. Pendant ce temps, le mâle a repéré un autre animal assoiffé. C'est un kangourou venu se désaltérer. Le reptile s'approche lentement. Le kangourou est dans un périmètre accessible pour le crocodile. Il se déplace à 20 km/h. Mâcher ses proies lui est impossible. Pour les dépecer, il est obligé de secouer leur carcasse. Les crocodiles retournent ensuite près des mangroves pour digérer leur repas. Si le crocodile marin s'empare de ses proies de manière brutale, un autre chasseur, plus petit, a su développer une autre technique. C'est le poisson archer. Omnivore, opportuniste, un tireur hors pair. Il avale tout ce qu'il voit flotter sur l'eau. Mais il a développé une technique incroyable pour atteindre ses proies hors de l'eau. L'archer est un chasseur expert qui évalue très vite à quelle distance il pourra les déloger. Une araignée Eriophora a choisi une branche pour y étendre sa toile. Située à 2 mètres de la surface de l'eau, la toile est à portée du poisson. En ciblant sa proie, le poisson archer doit compenser la réfraction qui dévie la lumière lorsqu'elle passe de l'air à l'eau. Sous l'eau, la vue déforme tout et la cible est floue. Malgré un tir précis,
l'araignée arrive à se maintenir sur la branche. En faisant pression avec la langue, le poisson se sert de sa bouche comme d'un entonnoir. Lorsque l'eau passe dans ses branchies, il la rejette par la bouche. Mais l'araignée s'accroche. L'archer doit aussi tenir compte du détour effectué par le jet d'eau dû à la gravité. L'araignée est touchée. Alors que le poisson archer arrive à déloger avec précision ses proies, l'ornithorynque, lui, les repère, de par les signaux électriques qu'elles émettent. Les estuaires sont alimentés par un vaste réseau de ruisseaux. L'eau salée s'y transforme en eau douce et de nouveaux habitats se créent abritant les prédateurs et leurs proies. En remontant le cours d'eau, on aperçoit dans les marécages une bestiole timide et évasive, l'ornithorynque. L'ornithorynque construit son terrier à la surface de l'eau. Lorsque le calme règne, il s'échappe de sa tanière pour aller se nourrir. Les obstacles sous l'eau ne posent aucun souci à ce nageur habile. Même s'il s'adapte bien à l'environnement aquatique, c'est un mammifère. Il doit remonter à la surface toutes les 30 secondes. Sous l'eau, il ferme les yeux et bouge son nez. Mais il n'en demeure pas moins un excellent chasseur. Son bec est recouvert de plus de 40 000 électrorécepteurs qui détectent les signaux électriques émis par ses proies. Il passe la rivière au peigne fin, dans l'attente d'un signal. Son premier repas de la journée, un verre délicieux. Nourrissant, mais cela ne suffit pas. Il doit manger chaque jour l'équivalent de 20% de son poids. Sa queue présente un excès de graisse et pèse près de la moitié du corps. Elle lui offre ainsi un regain d'énergie. De légers signaux électriques indiquent la présence d'une écrevisse. L'écrevisse essaie de s'échapper. Mais l'ornithorynque suit son signal. Une écrevisse de moins, mais cela ne lui suffit toujours pas. Un ornithorynque passe 12 heures par jour à manger. Mais ce festin va être interrompu brutalement. C'est la période de reproduction, et un autre mâle s'est introduit dans son territoire. Il va devoir affronter son rival. Lors des combats, les mâles sont armés d'une sorte de canif. Ils portent chacun des armes dissimulées derrière leurs pattes arrière, des aiguillons venimeux. Le bras de fer s'achève assez vite. Le rival finit par s'échapper et redescend le cours d'eau pour trouver un autre endroit où se reproduire. Le vainqueur peut retourner aller manger son écrevisse. Lorsque le soleil se couche, l'ornithorynque est enfin repu. Sa journée a été longue et il mérite enfin un peu de repos. Ailleurs, sous la surface d'un ruisseau tranquille,
se livre une autre bataille. Ce tyran féroce se nourrit de ses proies. Le crabe d'eau douce connaît peu d'opposants. Sa carapace protège un tissu mou, et même ses yeux peuvent se rétracter face au danger. Ses pinces sont des armes redoutables. Mais la rivière abrite aussi le rival du crabe. La sangsue. La sangsue tigre. Sans carapace, ni pince, elle n'en demeure pas moins dangereuse. Avec ses 5 cm de long, elle mérite bien son nom. La sangsue est furtive. Elle suit les traces laissées par des proies potentielles. Le crabe perçoit un mouvement parmi les détritus. Une nouvelle proie. La sangsue semble méfiante. Elle garde ses distances avec le crabe. Elle l'observe et attend, pendant que d'autres sangsues arrivent. Le crabe s'en approche pour l'attaquer. Mais une deuxième sangsue débarque, prête à sucer le crabe de l'intérieur. Le crabe décide alors que l'attaque est la meilleure des défenses. Il espère pouvoir l'attraper avec ses pinces. Mais le corps gras des sangsues glisse. Il est recouvert de muqueuses. Les sangsues font une pause dans le combat, mais pas longtemps. Cette sangsue a faim. Elle se faufile derrière les pinces et essaie de s'y agripper. Le crabe essaie de se défaire d'elle. En véritable experte, la sangsue a trouvé une faille dans la carapace du crabe. Une fois percé le tissu mou, elle atteint la chair et y injecte un anticoagulant. Elle se met à sucer les fluides vitaux du crabe. Le crabe se débat en vain. Sa vie est littéralement aspirée. La sangsue se gorge en avalant une quantité faisant jusqu'à 5 fois son poids. Il ne reste du crabe que sa carapace et ses pinces, inutiles face à l'emprise du vampire. La sangsue n'aura plus besoin de se nourrir pendant des mois, voire même une année. Pendant que ces monstres microscopiques se battent dans les ruisseaux, de gros prédateurs font la loi dans les marécages. Rien n'arrête ce chasseur invétéré, prêt à poursuivre inlassablement ses victimes. Les zones humides en Australie évoluent avec le cycle des saisons. Le cours des ruisseaux et des rivières aussi. Ils laissent derrière eux quantité de marécages. Ces marais forment une mosaïque de terrain difficilement franchissable. Dans l'herbe épaisse qui longe le cours d'un ruisseau,
un serpent assassin cherche son repas. Ses rayures noires et son tempérament agressif lui ont valu le nom de serpent-tigre. Ce prédateur n'a pas de pinces, mais des crocs. C'est l'un des serpents les plus dangereux d'Australie. La plupart des morsures que subit l'homme sont dues au serpent-tigre. Si elles ne sont pas soignées à temps, la moitié de ces morsures entraînent la mort. Le serpent-tigre chasse aussi bien sur terre que dans l'eau. Il nage avec beaucoup de facilité et peut rester 9 minutes sous l'eau. Il traque les poissons et les amphibiens. Il peut même grimper jusqu'à 9 mètres du sol pour atteindre les volatiles. Aujourd'hui, il a été repéré. Le passereau sonne l'alarme et avertit les autres de la menace. Une occasion ratée. Le serpent va devoir chercher son repas ailleurs. Le surmulot est un rat que l'on retrouve en abondance dans l'herbe. Les serpents-tigres jouent un rôle important pour limiter leur essor. Le serpent-tigre a des crochets creux. Il injecte un venin fait de toxines, l'un des plus puissants parmi les serpents. Certains composants attaquent le système nerveux du rat et le paralysent. D'autres éléments s'attaquent au sang même du rat, entraînant une hémorragie interne. Après avoir dévoré toute sa proie, le serpent-tigre cherche un endroit tranquille pour digérer son festin. Le serpent-tigre n'est pas le seul à semer la terreur dans les marécages. Dans le nord de l'Australie, un prédateur prend le soleil au bord d'un étang. Toujours à proximité des zones humides, le varan de Mertens mange tout ce qui est sur son passage. Grâce à ses jambes puissantes, il dévale les rochers. En période de reproduction, il écrase ses adversaires avec ses longues griffes et sa grosse queue. Il chasse sur terre et dans l'eau. Sa queue lui sert à la fois d'hélice et de gouvernail. Le varan détecte les traces d'odeur de ses proies grâce à sa langue. Un trait commun avec le serpent-tigre. Ce membre est partagé en 2 bouts distincts, chacun oscillant séparément. Cela lui permet d'avaler plus d'air et de se guider vite. Les particules d'odeur sont transférées de la langue à un organe chimiorécepteur situé au niveau du palais. Le varan possède de grandes dents, capables de déchiqueter des proies volumineuses. Il avale d'un coup les plus petites. Tout en digérant son repas, le varan profite des derniers rayons de soleil.
Nombreux sont ceux qui se servent de leurs griffes et de leur venin. D'autres prédateurs se servent de leur peau pour sécréter des toxines et d'autres attaquent en venant du ciel. Ce prédateur, lui, a choisi d'étouffer ses victimes jusqu'à leur mort. En Australie, des centaines de rivières traversent les plaines pour rejoindre les côtes de la mer. Les moussons tropicales rendent ces zones inondables et les transforment en vastes marécages. Un python nocturne patrouille les terres à proximité d'une rivière. Il peut ne pas manger pendant 2 ans. Il serre ses boyaux et cette économie d'énergie l'aide à survivre. Celui-ci n'a pas mangé depuis longtemps. Il a besoin d'être rassasié. Il a aperçu une proie idéale. C'est un racali, un rongeur aquatique très présent dans les marécages. Tout comme le python, il préfère sortir de nuit. Il se nourrit de crustacés, mais il mange aussi des moules. Il retourne sur le sol pour manger son repas. Le python suit sa proie. La bouche du python est entourée d'écailles. Celles-ci lui permettent de déceler la température de ses proies à son chaud. En Australie, seuls les constricteurs comme le python possèdent ce sens. Il reçoit un signal ténu du racali et s'en approche. Il est impossible d'échapper à l'étreinte du python. La pression sanguine du rat monte sous l'effet de l'enlacement. Le cœur du rongeur ne transmet plus de sang aux organes vitaux. Le python le serre jusqu'à sa mort. Le serpent devrait être plus méfiant lorsqu'il mange sa proie. Les marécages sont truffés de voleurs. Les mâchoires du python ne sont pas jointes à l'avant. Elles sont tenues par un ligament très élastique qui lui permet d'ouvrir grand la bouche. D'un coup de dent, il ramène ensuite la nourriture jusqu'au fond de la gorge. Là, il actionne les muscles de son corps pour y faire glisser son repas. Les boyaux du serpent produisent alors des enzymes et sécrètent un liquide gastrique qui favorise la digestion du racali. Le python quitte alors la scène du crime pour chercher un endroit tranquille où digérer son repas. Loin des autres prédateurs. Qu'ils soient situés dans l'eau ou dans les airs. Les marécages accueillent de nombreux volatiles. Mais la prudence est de mise chez les oiseaux d'eau. Des prédateurs survolent dans le ciel. L'aigle pêcheur est un oiseau de proie qui se nourrit de presque tout. Cela va du serpent aux petits mammifères en passant par d'autres volatiles. Mais son alimentation est essentiellement d'origine aquatique.
L'aigle pêcheur déploie ses ailes et plane grâce au courant thermique qui l'élève dans les airs. Il localise un point d'eau qui regorge de poissons. L'aigle cherche un perchoir qui lui permettra de s'élancer très vite. Il évalue sa hauteur par rapport à la position du soleil dans le ciel. Une fois perché, il observe l'eau minutieusement. Sa vision est excellente. Ses yeux font 1,5 fois la taille de celle des volatiles du même gabarit. Il peut distinguer très loin les objets. L'aigle effectue une courbe en volant vers le soleil pour éviter que son ombre ne le trahisse. Une prise spectaculaire pour ce maître du ciel. Mais l'aigle doit choisir avec précaution ses repas. Mieux vaut ne pas s'approcher de certains animaux très néfastes. Et surtout de cet envahisseur qui sévit dans les marécages. Le crapaud géant a été introduit en Australie en 1930 pour endiguer l'invasion des parasites qui détruisaient le sucre de canne. Malheureusement, ces crapauds ont préféré s'attaquer à la faune locale. Les crapauds géants terrorisent les prédateurs qui imaginent pouvoir se confronter à eux. La plupart du temps, ils s'enfuient vite. Ce mâle est très brutal. C'est un glouton qui peut tout avaler. Il chasse ses proies sans aucune pitié. À l'intérieur de sa bouche, des glandes recouvrent sa langue d'un liquide coagulant. La chic note qu'il fait avec la langue dure 10 millisecondes. En glissant vers le palais ses globes, il engloutit mieux la nourriture. Dans ces eaux dangereuses, la plupart des créatures de la taille du crapaud font profil bas. Le crapaud géant savoure son repas au plein air. Et s'il n'est pas craintif, c'est grâce à cette peau suintante qui le protège. Des glandes situées derrière ses yeux sécrètent une toxine hallucinogène mortelle. Ceux qui s'approchent de lui risquent une mort lente. Les crapauds géants vivent jusqu'à l'âge de 15 ans. Les adultes sont souvent solitaires. Les plus jeunes évoluent en groupe. Ils déambulent dans les marais et dévorent tout sur leur passage. Si la plupart des créatures ont tendance à fuir face aux crapauds, ceux-ci ont tout de même un ennemi. Le serpent d'eau douce. Ce serpent se trouve partout en Australie. Et il chasse les crapauds avec plus ou moins de succès. Le serpent d'eau douce est insensible aux effets des toxines produits par les crapauds, tout du moins en petite dose. C'est un gène hérité de leurs ancêtres asiatiques, qui évoluaient déjà parmi les crapauds. Plus le crapaud est petit, moins il produit de toxines. Mais quelque chose ne va pas. Le crapaud est trop gros et le poison trop fort. Si le serpent d'eau douce avait dévoré ce crapaud,
cela aurait contaminé ensuite plein d'autres prédateurs. Si les serpents d'eau douce ont du mal à tuer les crapauds géants, d'autres prédateurs y parviennent. Les fourmis font partie de cela. Elles ne sont pas allergiques aux toxines des crapauds. Lorsque ces soldats font la guerre, elles forment une armée. Grâce à leurs mandibules aiguisées et grâce au liquide caustique bouillant et jaillissant de leurs abdomens, elles ont tué ce crapaud. L'immobilisme du crapaud lorsqu'il déploie ses toxines a ici joué en sa défaveur. Dans quelques jours, il ne restera plus que des os. Une mort bien méritée pour cet envahisseur des marécages australiens. Si le crapaud géant est dévoré par des prédateurs minuscules, d'autres prédateurs, eux bien plus gros, guettent leur proie pour les attaquer, alors que d'autres encore font preuve de malice pour piéger leurs victimes. Les gigantesques plaines inondées de la côte nord sont alimentées par des rivières et des courants en provenance des collines. Ces eaux calmes sont truffées de toutes sortes de bestioles. Une araignée surveille les feuillages en quête d'un repas. L'araignée portia ne fait qu'1 centimètre de long, mais elle sait se montrer très malicieuse. Ses proies préférées sont des araignées. L'araignée argiope construit des toiles. Celles-ci réfléchissent une lumière ultraviolette qui attire les insectes. Aujourd'hui, la toile a attiré l'attention de l'araignée portia. Elle est méthodique et analyse d'abord la végétation qui entoure la toile de sa future victime. Elle choisit l'endroit idéal où elle pourra se jeter sur sa proie. Son apparence tachetée lui permet de se mêler aux branches. L'araignée se met à imiter une feuille soufflée par le vent. Si la portia est repérée, elle s'immobilise et se confond avec le paysage. La malicieuse portia s'accroche au fil de la toile pour imiter les vibrations d'un insecte qui aurait été fait prisonnier. L'araignée argiope se rapproche pour voir ce que c'est. Après avoir appâté sa victime, ici, l'araignée portia retourne à son poste d'observation. Sa position est idéale pour l'attaquer. Elle calcule les distances avec précision. L'araignée portia injecte un venin mortel et des enzymes digestives. Puis elle suce l'intérieur de sa victime en ne laissant que l'enveloppe de son exosquelette. L'araignée portia est si malicieuse qu'elle arrive à s'attaquer à des proies qui font 2 fois sa taille. Non loin de là, sous la surface tranquille du fleuve, se trouve un autre chasseur. Le crocodile d'eau douce. Ce cousin du salty, plus petit et plus mince, n'a pas l'air dangereux.
Il est immobile et silencieux. Mais ne vous y trompez pas. Ce crocodile est rapide et puissant. Il sait faire preuve de patience et préfère attendre le bon moment pour chasser. Il laisse sa proie venir jusqu'à lui et lorsque c'est nécessaire, il accélère. Le crocodile d'eau douce mange tout ce qu'il trouve dans les courants des rivières. Son hydrodynamique est parfaite. Il peut se lancer sur l'eau grâce à sa queue musclée qui fait la moitié de son corps. Mais comme tous les reptiles, les crocodiles d'eau douce sont ectothermes. Ils recueillent la chaleur environnante. Le matin, les tortues s'agitent. Une nouvelle occasion de rater. Le crocodile garde son sang-froid. Il sait que dans ce marécage, il y aura d'autres proies qui viendront du ciel. Ces chauves-souris sont appelées des renards volants. Elles s'activent essentiellement la nuit. En journée, elles se mettent à l'abri du soleil. Les renards volants vivent en groupe et se blottissent les uns contre les autres. Alors que le soleil est à son zénith, ils se battent pour être à l'ombre. Ils risquent tous le même problème, la déshydratation. Ils doivent se désaltérer. Lorsque la nuit tombe, les chauves-souris s'apprêtent à quitter leur perchoir. Avant de manger, elles doivent boire. Elles descendent en piqué jusqu'à la surface pour y tremper leur fourrure. Elles peuvent ainsi en lécher la partie humide lorsqu'elles sont sur leur perchoir. Plus bas, un crocodile attend. Après une journée entière au soleil, il a faim. Si le crocodile manque parfois de vigueur, il s'est accéléré aussi très vite. Encore raté. La chauve-souris a vu le crocodile. Mais elle a trop soif et prend le risque. Les autres ne tardent pas à l'imiter. La nuit tombe et les chauves-souris s'envolent vers les forêts. Pour chercher des fruits, elles volent jusqu'à 50 km de leur perchoir et transportent aussi des graines. Les renards volants jouent ainsi un rôle crucial dans la reforestation, tout en préservant l'habitat des prédateurs au sol. Ces voies fluviales sont essentielles à l'Australie. Des rivières aux marais des plaines. Des points d'eau isolés aux estuaires saumâtres.
Chaque environnement engendre des liens uniques et complexes entre les prédateurs et leurs proies. Que ce soit par le biais de la traque, d'une morsure venimeuse ou de techniques balistiques sophistiquées, les prédateurs ne manquent pas d'imagination pour tuer leurs proies. Des forêts jusqu'à la mer, les rivières australiennes sont vraiment mortelles.